sans l'armée israélienne, nous ne serions pas là en train de discuter ensemble de ces 75 années de l'existence de l'État d'Israël. Tsahal aussi est capable de rapatrier des communautés entières de juifs en diaspora qui seraient en danger au cas où, comme ce fut le cas pour les juifs irakiens, les juifs d'Éthiopie et les juifs du Liban, etc. Et nous avons le plaisir d'être en ligne avec le docteur David Shapira. David, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel et Boker Tov à vous et à tous les auditeurs de Radio Kalita et auditrices aussi. Oui, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Alors nous vous avons sollicité parce que hier 31 mai, c'était l'anniversaire de la création de Tsahal, 75 ans de création de l'armée israélienne. Alors c'est peut-être l'occasion de revenir un peu sur les circonstances un peu de la création de Tsahal, 15 jours donc après la création de l'État d'Israël. Oui, en fait, tout a commencé, si on peut dire, avec la Seconde Guerre mondiale, alors que les Anglais qui empêchaient les Juifs de se rendre en ce qui était à l'époque la Palestine, lorsque les Anglais se sont engagés dans la guerre contre les Allemands, les Juifs de Palestine ont préféré mettre de côté toutes les oppositions qu'ils avaient avec les Britanniques et se sont engagés aux côtés des Britanniques pour combattre en Italie aussi d'ailleurs, l'Allemagne. Donc il y a eu d'abord la brigade palestinienne, ce qu'on appelait une brigade juive qui a été formée par l'armée anglaise pour combattre contre le Troisième Reich, et ils iront d'ailleurs combattre en Europe. Et puis après, en 1945, lorsque les Britanniques continuent d'imposer un blocus très sévère à l'encontre des survivants des camps de concentration, il y a des organisations paramilitaires de résistance qui se forment, comme l'Irgun, le Lehi et la Haganah qui existaient, mais là, elles prennent une importance considérable et elles vont se lancer dans une lutte justement contre les intérêts britanniques en Palestine entre 1945 et 1948. Donc, si vous voulez, vous aviez des groupes déjà de défense, d'autodéfense, des groupes de résistance contre l'occupant anglais qui refusaient que la terre d'Israël soit une terre d'immigration. Et David Ben-Gurion, au moment où il comprend que la guerre va éclater, d'ailleurs, la guerre d'indépendance, vous savez, elle commence le lendemain du 29 novembre 1947, c'est le lendemain du vote de l'ONU, de la résolution 181 des Nations Unies, au moment où un convoi se fait attaquer le 30 novembre au matin, un convoi en direction qui part de Lod à Jérusalem. La guerre d'indépendance commence entre la population arabe de Palestine et la population juive de Palestine. Et là, si vous voulez, pendant quelques mois, les convois se font régulièrement attaquer par les villageois arabes, et c'est en mars 48 que Ben-Gurion décide de passer à l'offensive. Donc, si vous voulez, il y avait déjà, je peux pas dire comme ça, un noyau d'une organisation paramilitaire, évidemment qui n'avait pas de tanks, pas d'avions, pas de chars, pas d'artillerie, mais il y avait quand même une préparation. Il y avait un faux kibbutz qui s'appelait le kibbutz Ayalon, où on produisait des munitions, c'est-à-dire des balles, parce qu'on n'avait pas de balles, on n'avait rien en fin de compte. On n'avait rien, et c'est comme ça que la future armée d'Israël se prépare. Et en fait, le génie de David Ben-Gurion a été, presque 2 semaines après la création de l'État d'Israël, de sortir un ordre. D'ailleurs, cet ordre-là qui a été écrit sur un papier, sur une feuille, on peut le voir au kibbutz Sde Boker. Je recommande à tous nos auditeurs, auditrices, rendez-vous sur Sde Boker, le kibbutz où Ben-Gurion s'est retiré après qu'il fut Premier ministre. Et là, dans une des caravanes de Sde Boker, il y a ce papier où il y a l'ordre de la création de Tsahal, donc le 31 mai 1948, 2 semaines, un peu plus que 2 semaines après la création de l'État d'Israël. C'est très émouvant parce que, je dirais, l'un des piliers, si ce n'est pas le principal pilier de l'État d'Israël, c'est l'armée, le Tsahal, l'armée de défense d'Israël, qui assure notre sécurité, qui assure aussi la sécurité du peuple juif là où il se trouve. Alors, la grande question, c'est comment David Ben-Gurion a réussi à réunir, on va dire, toutes les composantes de ce que l'on aurait pu appeler la résistance juive. Il y avait le Palmach, il y avait la Haganah, il y avait l'Irgun, il y avait le Lehi, le groupe Stern.
comment tout ce monde-là a réussi à s'unir? Qui a de facto intégré tout le monde dans la seule et même armée israélienne? Alors, c'est toujours ce Ben Gurion. Vous savez, à cette époque-là, il n'y avait pas de réunion de conseillers et de commissions. Il fallait décider tout de suite et rapidement. Je dirais qu'aujourd'hui, la façon dont Ben Gurion décide des choses, aujourd'hui, ça on va pas peut passer. appeler ça quasiment du totalitarisme. Mais à l'époque, c'est ce qu'il fallait parce qu'on était en situation d'urgence. Jérusalem était coupée aussi du reste du pays. Jérusalem, il y avait 100 000 juifs qui est entouré de quartiers arabes qui menaçaient d'être massacrés. Ben Gurion ne voulait absolument pas que l'État d'Israël soit créé sans Jérusalem. Mais comme vous l'avez rappelé, il y avait donc ces mouvements de résistance de la droite israélienne qui eux aussi amenaient des armes parallèlement à ce qu'on a appelé l'Aliabet, le futur Mossad, qui amenait des armes en contrebande, je veux dire, à l'insu des Anglais. Et il y a eu à ce moment où l'Irgun, dirigé par Menachem Begin à cette époque-là, a décidé que les armes que lui amenait devaient être concentrées pour sauver le quartier juif de la vieille ville. Et ça, Ben Gurion a dit non. Et il y a eu ce fameux incident terrible, cette tragédie de l'Altalena, qui a coûté la vie à plusieurs, je ne me rappelle plus exactement le chiffre, mais une quinzaine de morts du membre de l'Irgun, lorsque la Haganah a tiré, sous l'ordre de Ben Gurion, a tiré directement sur le bateau. Et pour ceux de nos auditeurs qui liront La révolte d'Israël, qui est un livre qui a été écrit par Menachem Begin et qui raconte ses souvenirs de cette période-là, eh bien, il raconte de façon extrêmement émouvante comment il a interdit aux hommes du bateau, pourtant il y avait beaucoup d'armes dans ce bateau, de répliquer sur les forces de la Haganah des plages d'Israël pour ne pas créer, ne pas commencer, ne pas débuter une guerre civile au prix des bombes qui tombaient. Les gens mouraient à côté de lui, mais il a dit non, jamais je ne serai la source d'une future guerre civile. Ça a été tout à son honneur. Et c'est vrai que ce sont des épisodes extrêmement douloureux qui ne seront jamais effacés de la mémoire et de la conscience collective israélienne. Et on rappelle toujours cet épisode parce qu'il faut le rappeler. Il y a même à Tel Aviv une stèle qui rappelle l'Altalena, ce bateau donc de l'Irgun qui a été bombardé. Mais comment vous dire, Ben Gurion se devait de constituer une armée israélienne et pas une armée qui comporte des factions de gauche, de droite, où chacun décide où les armes qu'il amène iront dans quel champ de bataille et dans quel camp. Donc vous voyez, c'était très difficile. Je sais que quand on apprend même l'histoire des kibboutz et des villages en Galilée, il y a des villages qui ont été quasiment abandonnés par la Haganah parce qu'ils étaient défendus que par l'Irgun. C'est-à-dire qu'on attendait que l'Irgun prenne une raclée de la part des Arabes pour intervenir après au dernier moment, alors que le village était détruit. Il y a eu des règlements de compte politiques terribles, même pendant la guerre d'indépendance. Tout n'était pas idéal comme on peut le penser. Tout n'était pas à l'eau de rose. Il y a eu évidemment des questions politiques très, très, très dures et très amères. C'est une période difficile et douloureuse, mais heureusement, Ben Gurion, le génie, a réussi à transformer en fait l'armée d'Israël dans ce qu'on appelle en hébreu Kour Haïtour, c'est-à-dire le creuset. Littéral, oui, c'est le creuset, c'est un réacteur à fusion, c'est-à-dire à un creuset, et c'est ça, je pense, le grand mérite de Tzahal et la grande réussite de Tzahal, au-delà du fait qu'il assure la défense du peuple juif dans son intégralité et du peuple en Israël et des Israéliens, eh bien, il a réussi à construire un creuset où des Israéliens, des Juifs de différentes origines qui ne se seraient pas appelés à se côtoyer, et même des non-juifs comme les Druzes ou des Circassiens ou même des Bédouins, eh bien, se retrouvent ensemble dans des périodes difficiles, lient des amitiés qui sont des amitiés qui durent bien au-delà du service militaire. Et justement, Tzahal est peut-être l'un des corps de l'État d'Israël qui donne justement à tout le monde, selon ses possibilités, selon ses capacités, à monter en grade sans voir s'il est blanc ou noir de peau, s'il est ashkénaze ou séfarade, s'il est irakien ou hongrois. Et nous avons eu plusieurs chefs d'état-major de toute origine, que ce soit séfarade ou ashkénaze. Il n'y a pas, si vous voulez, cette fracture qui existe même encore jusqu'à maintenant au sein de la société israélienne. Et ça, c'est le grand mérite de Tzahal,
au-delà, bien évidemment, de son rôle. Et je vous rappelle, nous sommes constitués sur 3 piliers. Le rassemblement des exilés, le deuxième pilier, une langue commune qui est l'hébreu. Mais le 3e pilier, celui qui nous tient en vie, celui qui assure encore une fois notre existence dans la nature la plus simple, eh bien, c'est l'armée israélienne. Sans l'armée israélienne, nous ne serons rien. Nous ne serions pas là en train de discuter ensemble de ces 75 années de l'existence de l'État d'Israël. Et au-delà, je dis bien au-delà de l'État d'Israël, Tsahal aussi est capable de rapatrier des communautés entières de juifs en diaspora qui seraient en danger au cas où, comme ce fut le cas pour les juifs irakiens, les juifs d'Éthiopie et les juifs du Liban, etc. Donc vous voyez, Tsahal, c'est vraiment... on dit souvent, il ne faut pas mêler Tsahal à la politique, il ne faut pas mêler... parce qu'en fait, on parle, comme on dit en hébreu, d'une vache sainte, un paragdosha, d'une vache sainte. Il y a quelque chose de saint dans Tsahal. Même dans le milieu rabbinique, des fois même les plus orthodoxes et les plus durs, souvent les soldats de Tsahal sont comparés à des anges, à des rouleaux de la Torah qui sont vivants. Eh bien, je pense que c'est ça, Tsahal, c'est la réussite de Tsahal. Et 75 années après, eh bien, ce qu'on peut affirmer, grâce à Tsahal, c'est que nous ne sommes plus en danger existentiel. Rappelons à nos auditeurs et auditrices que depuis 1973, depuis la guerre de Kippour, plus aucun pays frontalier n'est capable de nous envahir et de mettre notre existence en danger depuis 50 ans, c'est-à-dire depuis la guerre de Kippour. Et ça, je pense que c'est une réussite formidable de Tsahal qui avance d'un point de vue technologique, on l'a vu dans la dernière opération à Gaza, d'un point de vue technologique, qui était à la pointe de toutes les armées dans le monde. Et il reste quand même un sentiment de fierté qui est commun à tous les Israéliens, c'est Tsahal. Eh bien, docteur David Shapira, merci beaucoup de nous avoir parlé donc de l'histoire, du début de l'histoire de Tsahal, qui fête donc son 75e anniversaire ces jours-ci. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt et bon retour. À bientôt. Merci. À bientôt. Shalom.